arrête d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, quoi. Capitalise sur ce que toi, tu sais faire. Ça, si tu le fais pas, c'est juste éliminatoire. Donc un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait lire et qui sait écrire. Qui sait bien lire avec attention. Il faut comprendre quels sont tous les signaux que tu peux aller capter dans cette suite logique et qui te disent, là, c'est le bon moment d'envoyer mes commerciaux. Ah, c'est la case de l'encadré F1. Ils sont celle-là ou pas? Exactement. C'est comme McDo, quoi. Vendez comme vous êtes. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Je n'avais pas prévu de citer McDo dans la... Et donc, en fait, ce que tu apprends à faire clairement chez Google, c'est... J'ai toujours été très méfiant des appels d'offres publics. C'est un terrain glissant dans lequel les commerciaux se font régulièrement piéger. Il y a beaucoup de temps investi, beaucoup de résultats extrêmement incertains. Et il y a un niveau de contrôle et d'information parmi les plus bas qui puissent exister. Pourtant, il y a certaines entreprises qui s'en sortent mieux dans ce type de vente que d'autres. Elles ont développé des stratégies qui leur permettent de gagner régulièrement leurs affaires soumises à appels d'offres publics. Et comme c'est une question que beaucoup de commerciaux se posent, j'ai décidé d'inviter un de nos clients chez Mime, donc c'est l'expertise. Ex-Google et Criteo, mon invité du jour, a un CV commercial qui en ferait pas lire plus d'un. Aujourd'hui, Chief Revenue Officer de Explain, Quentin Roger nous fait le plaisir de venir pour nous aider à craquer le code de la vente sur les marchés publics. C'est donc un duo de Quentin aujourd'hui et nous allons répondre ensemble à la question comment maximiser ses chances de gagner les appels d'offres publics. Quentin, bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir parler des appels d'offres avec nous aujourd'hui. Bah, merci Quentin pour ton invitation. C'est très chouette, très content de faire ce duo avec toi. Du coup, chez Explain, Quentin, vous aidez les entreprises qui travaillent avec les marchés publics à gagner plus souvent. T'en es le CRO, donc j'aimerais bien aborder avec toi aujourd'hui plusieurs questions que les gens se posent sur les appels d'offres. La première, c'est les stratégies pour générer du revenu sur les marchés publics. Comment avoir accès aux meilleurs marchés le plus tôt possible. Comment gagner ces marchés. Les pièges à éviter, évidemment. Je pense que les gens seront hyper intéressés par les pièges à éviter. Et si tu as quelques bonnes pratiques, ce sera bien de pouvoir en parler ensemble. Comme d'hab, dans le podcast, on va se garder un moment pour le question ball. Donc, on t'a préparé quelques questions auxquelles tu vas réagir avec nous. Mais pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es tel qu'on ne te le demande jamais, de manière un petit peu peut-être décalée. Tu pourras nous faire la version classique aussi si tu veux. Et ensuite, on enchaînera sur les différences entre les ventes classiques et les ventes sur les marchés publics. Qui je suis tel qu'on me le demande jamais. Non, moi, j'avais posé la question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Qui je suis, donc je suis Quentin. Déjà, ça c'est une première information. Je suis une personne qui est passionnée par deux choses à travers l'histoire mon histoire professionnelle en tout cas. Passionné par la donnée, ce qu'on peut en faire, comment on l'exploite, etc. Ça c'est vraiment un sujet qui m'anime à travers les expériences que j'ai eues chez Google, chez Criteo et aujourd'hui chez Explain, puisqu'on parle de traiter de la donnée, de l'appliquer à du business. Donc voilà, et puis après qui je suis dans le perso, je suis le fier papa de 2 petits franco-italiens, d'un franco-italien et d'un franco-italienne, tombé amoureux de la Sicile. Donc ma femme est sicilienne. Et voilà qui je suis en 2 mots. Ok, génial. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton job de CRO chez Explain aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc CRO, c'est l'acronyme anglais un peu barbare pour dire assez simplement que je m'occupe de toutes les équipes qui sont chargées de ramener du revenu chez Explain et de s'occuper de nos clients. Donc ça veut dire les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes d'accompagnement des utilisateurs, qui est un gros pôle chez nous, et les équipes sales ops, donc opérations, qui sont en charge de fluidifier la relation entre ces différentes équipes. D'accord, donc l'implémentation post-achat, tu gères aussi cette équipe en tant que Chief Revenue Officer. Exactement, on a pensé que c'était important de ne pas dissocier cet aspect-là, parce que ça participe à l'intégralité de l'expérience client qu'on peut proposer chez Explain. Okay. Donc c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui coordonne tout ça. D'accord. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on parle d'appel d'offres public, ça fait peur à beaucoup de monde. C'est quoi la différence en fait quand tu es commercial, quand tu réponds à un appel d'offres public par rapport à quand tu soumets une proposition habituellement dans le privé? Ouais. Je dirais qu'il y a 3 grandes différences principales entre ce que tu peux faire en B2B et puis ce que tu peux faire quand tu t'adresses au marché public. La première grosse différence, c'est que dans la commande publique, tout est réglementé. Tout est balisé, etc. Il y a un code des marchés publics. Donc voilà, ça veut dire que tu ne peux pas faire complètement ce que tu veux dans ton cycle de vente. Tu ne peux pas choisir vraiment ton cycle de vente. Tu as beaucoup de phases qui vont être imposées. On va t'imposer un formalisme dans ta réponse, on va t'imposer des étapes, on va t'imposer de la concurrence, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en B2B. Donc voilà, donc ça je dirais que c'est une première différence et elle implique
de faire attention, d'avoir quand même un semblant de connaissance ou de se faire accompagner sur des sujets juridiques, parce qu'il y a un moment, ton appel d'offres, il peut juste se faire refuser parce que tu n'as pas rempli le formalisme nécessaire. Donc ça, je dirais que c'est la première grande différence qu'on va retrouver. La deuxième différence, c'est le mode de communication principal. Tu sais, en B2B, tu as un peu l'image on dit qu'un bon commercial, ça va être quelqu'un qui a la tchatch, qui est un peu hableur, etc. Donc, il s'exprime très bien à l'oral. Pour gagner des marchés publics, il va surtout bien savoir lire et bien savoir écrire, parce que tu vas devoir lire énormément de documents. Et tu vas devoir écrire et produire énormément de documents. Donc un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait lire et qui sait écrire. Qui sait bien lire avec attention et qui sait très bien écrire, mieux dans la réponse publique, parce que ce médium est... c'est le passage obligé pour un marché public. Quand tu réponds à un marché public, c'est pas une soutenance orale, ça peut intervenir après, tout se passe à l'écrit. D'ailleurs, est-ce qu'on peut reparler simplement des étapes classiques, quelques étapes classiques quand tu réponds à un appel d'offres? Ouais, bon, on y reviendra sans doute un peu plus tard quand on le décomposera, mais alors, il y a plein de schémas, de manières de réfléchir à la commande publique. Nous, on aime bien le faire avec une manière assez simple, un découpage assez simple, qui est ce qu'on va appeler l'amont. Donc, c'est tout ce qui se passe avant même qu'un marché soit publié. Comment tu arrives à détecter des signaux, à engager déjà avec un acheteur public avant même que le marché existe. Donc, détection. Exactement. Des potentiels marchés à venir. Exactement. Donc ça c'est la phase amont. La deuxième phase, c'est la phase de la publication. Donc là, c'est vraiment le moment où ça y est, le cahier des charges est établi et il est publié. Donc il est ouvert à la concurrence. Tout le monde va y avoir accès. On va voir que ça, c'est une phase assez cruciale où il y a des enjeux assez forts pour une entreprise. Il y a la phase centralisée, la manière dont c'est diffusé. Quand l'offre sort, ça sort... à un endroit unique. Alors, ça va dépendre de la typologie de marché, mais non, dans l'idée, ça sort à beaucoup d'endroits et à beaucoup d'endroits différents, effectivement. Donc voilà, donc il y a la notion effectivement de capter le plus rapidement cette publication de marché. La troisième étape cruciale, ça va être l'étape de la réponse. Donc toi, comment tu vas rédiger, structurer ta réponse pour te donner un maximum de chances de gagner l'appel d'offres et puis les erreurs justement à pas éviter. Mm-hmm. Et puis il y a une dernière phase qu'on peut appeler par exemple le reporting, qui pourrait être un bon nom, qui est une des choses qu'il faut retenir, qui est vraiment importante, c'est que ton processus de commande publique ne s'arrête pas une fois que tu as fait la réponse, une fois que tu as gagné ou que tu as perdu le marché. En fait, là, il y a encore des choses vraiment importantes à faire si tu veux t'améliorer sur les marchés publics à cette étape-là. Donc, c'est un peu une étape qui peut être un peu oubliée. On se dit, voilà, le commercial, il a gagné son offre, il a perdu son offre. Il dit, bon, allez, je passe à la suivante. Il y a plein de choses qu'on peut faire à cette étape-là qui vont te donner beaucoup plus de chances de gagner le marché suivant. Il y a, je dirais, deux autres sujets qui sont vraiment importants. Donc, comme je te disais, tout est écrit, tout est documenté. Et donc ça implique une transparence qui est très forte dans l'ensemble du processus de la commande publique. Comme tout est documenté, ça veut dire que tu as plein d'informations, tu as une manne d'informations que tu peux utiliser pour anticiper les marchés, pour comprendre comment bien y répondre, pour comprendre pourquoi tu as gagné, pourquoi tu as perdu une offre. Tu vois, je vais te donner un exemple un peu concret. En phase d'identification, les collectivités, elles vont publier des délibérations dans lesquelles elles expriment très clairement des besoins à venir. Bon, ça, c'est l'équivalent en B2B de si tu étais dans le conseil d'administration d'une entreprise et que tu avais toutes les notes de ce conseil d'administration et ils disent tiens, on a un sujet là-dessus, on a un sujet là-dessus, on a un sujet là-dessus. Donc voilà, donc cette information-là, c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément de valeur pour peu que tu sois bien outillé pour la récupérer. Et nous, c'est mécaniquement une de nos raisons d'être chez Explain. D'accord. Ça, ce dont tu nous parles là depuis le début, moi, ce que je retiens, c'est finalement que ça demande beaucoup plus d'énergie, de temps. Il y a une exigence dans le formalisme qui est très prégnante. Et du coup, la question qui vient, c'est avec toute cette énergie déployée et le prix que ça coûte à l'entreprise, quels sont les enjeux à décider de quand est-ce que tu réponds ou pas et surtout avec quelle énergie tu vas, comment tu traites ça? Ouais, exactement. Donc là, tu l'as dit, ça c'est vraiment la dernière différence fondamentale, c'est que répondre à un marché public, le simple fait de répondre, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher en ressources dans ton entreprise. Tu vas devoir mobiliser plusieurs services, plusieurs départements, une équipe projet autour de ça. Tu vas devoir produire énormément de documents. Donc ça coûte cher. Quand je dis cher, tu vois les grands groupes avec lesquels on parle, eux, ils estiment que le simple fait de répondre à un marché
ça va te coûter entre 4 et 5% du montant de ce marché-là. Et on parle d'entreprises, c'est énorme, et on parle de gros marchés, on parle d'entreprises qui sont incroyablement rodées à répondre à des marchés publics. Donc, ils ont des outils, des modèles. Exactement. Ouais. Donc ça peut chiffrer beaucoup plus rapidement si tu es une petite entreprise. Donc à partir de là, quand on dit ça, on comprend bien que perdre un marché auquel tu as passé du temps à répondre, ça va très très vite gréver ta rentabilité. Donc il y a un enjeu vraiment fondamental, beaucoup plus je dirais qu'en B2B, de se positionner uniquement sur les marchés que tu as vraiment une chance de gagner, et donc d'avoir un processus de sélection très très clair pour choisir uniquement les marchés que tu veux gagner et investir du temps dessus. Ça, c'est vraiment un des enjeux extrêmement forts sur les marchés publics. Alors, au risque d'être un petit peu simpliste, mais moi ce que j'entends, c'est qu'il faut répondre à moins d'appels d'offres. Mais les appels d'offres, on est plus sûr de gagner. Et là vient l'enjeu du sourcing de ces appels d'offres. Il faut augmenter le nombre d'appels d'offres qui rentrent dans notre scope, dans notre viseur, et se dire je vais en avoir plus, mais je vais pas forcément en répondre plus. Par contre, je vais répondre à ceux dont je suis sûr de gagner parce que ça me coûte très cher. J'ai l'impression que c'est un petit peu votre métier d'aider les gens à faire ça chez Explain. Est-ce que tu peux nous raconter exactement comment vous aidez les commerciaux aujourd'hui à le faire ? Ouais. Alors peut-être un petit mot sur Explain. Donc Explain, nous, ce qu'on est en train de construire, ce qu'on construit, c'est une plateforme dont le but est d'automatiser l'ensemble des étapes justement du processus de la commande publique. Aujourd'hui, on le fait à travers 2 modules. Un premier module qu'on appelle Explain Territoire, qui est vraiment dédié à la compréhension de l'amont, donc la détection de tous les signaux faibles qui vont te permettre justement de détecter un marché, qu'un marché va exister avant qu'il existe, et puis qui vont te permettre aussi de récolter un maximum d'informations sur une collectivité pour personnaliser un maximum ta réponse. On y reviendra. Donc ça, c'est le premier module qu'on propose. Et puis le deuxième module qui s'appelle Explain Marché, dont le but est d'analyser instantanément pour un marché donné les critères qui sont importants pour toi et de te permettre, sans avoir à lire les dizaines, centaines de pages du DCE, du dossier de consultation des entreprises, de savoir si oui ou non c'est un marché qui peut t'intéresser. D'accord. Et quand même, Quentin, est-ce que tu as des... c'est souvent la question et j'imagine qu'on vous la pose tout le temps. Est-ce que tu as des bénéfices chiffrés à l'utilisation d'Explain? Combien de temps vous faites gagner aux commerciaux quand ils l'utilisent? Ouais. Alors ça va dépendre du module dont on parle, mais sur la partie amont, c'est assez simple. Ce qu'on sait, c'est qu'on apporte 5 fois plus d'informations sur les collectivités, donc sur les acheteurs publics, en 3 fois moins de temps passé. Donc ça veut dire que manuellement, si un commercial devait bien faire sa veille sur ces territoires-là, il passerait probablement 5-6 heures par semaine. Avec nous, il passe 3 fois moins de temps à le faire et il va récupérer 5 fois plus d'informations sur les marchés. Donc ça, c'est un bénéfice chiffré. Un autre bénéfice, c'est une détection supérieure du nombre de marchés. En amont, encore une fois. Donc voilà. Pour notre solution Explain Marché, là, c'est un peu différent. Là, le bénéfice, il est à 2 niveaux. Le premier, c'est de ne plus jamais rater un marché qui serait pertinent pour toi. Ça, c'est le cauchemar de toutes les personnes qui répondent à des marchés publics, c'est de repérer un marché qui a été publié trop tard ou de jamais repérer. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est encore une fois un gain de temps, un gain de productivité assez conséquent, puisque éplucher des documents de consultation pour aller identifier ces critères de décision, c'est quelque chose qui peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Nous, on a vocation à diviser ça par 10. D'accord. Voilà. Et ce travail de sourcing en amont, parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça le sujet, ça prend combien de temps dans l'agenda d'un commercial aujourd'hui classiquement? Parce que c'est... aller sur le terrain, savoir ce qui se passe quand on répond à des appels d'offres publics pour les sentir en amont, ce qui va sortir, ce qui va être publié. C'est prendre des informations à droite à gauche, faire de la veille sur différents sites. Est-ce que tu as une idée aujourd'hui du temps que ça prend à un commercial qui est moyennement actif en prospection, classiquement actif? Ouais. Là, pour le coup, ça va vraiment dépendre de l'industrie dans laquelle tu es présent. Tu vas trouver des industries où en fait, il y a des commerciaux qui sont entièrement dédiés à cette activité de détection des marchés en amont. Donc littéralement, ça prend tout leur temps. Ça prend 100% de leur temps, puisque d'ailleurs, c'est même pas eux qui sont en charge derrière de rédiger la réponse à l'appel d'offres une fois qu'il est fait. C'est les SDR du marché. Exactement. Ils sont là pour détecter. Ils sont là aussi pour
c'est pas vrai qu'ils interviennent pas du tout sur la réponse. Ils sont là pour donner du contexte. S'il y a une soutenance, c'est eux qui vont la défendre. Mais ça va être l'essentiel de leur activité commerciale. Est-ce que tu as une idée précise? Ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui veulent gagner plus souvent les appels d'offres. C'est comment fait un acheteur public pour décider si ton offre, elle passe ou elle passe pas? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui va compter le plus? Là, on peut expliquer un peu ce qui fait une bonne réponse pour un acheteur public. La première chose qui fait une bonne réponse, c'est une réponse qui est bien formalisée. C'est-à-dire qui respecte exactement le cadre de réponse qu'on a donné. Ça, si tu le fais pas, c'est juste éliminatoire. C'est même pas l'acheteur public qui va décider si c'est validé ou pas. C'est éliminatoire. Il te dit tu dois faire comme ça, faut pas réfléchir. Exactement. S'il dit il faut remplir tel fichier Excel et mettre dans la case J17 telle information, tu mettras dans la case J17 telle information. Et ça, justement, des erreurs de formalisme, il y a plein d'histoires d'horreur dans les marchés publics, de marchés sur lesquels les gens ont travaillé pendant 3 semaines, 1 mois, etc. Ils ont oublié de cocher la petite case qui va bien à un endroit et qui dit qu'ils sont vraiment éligibles à un marché public. Ah, c'est la case de l'encadré F1. Ils sont c'est celle-là ou pas? Exactement. Dans l'encadré F1, il y a une petite case, et si tu l'oublies, pour dire que c'est bon et t'es dans... Si tu l'oublies, tu te fais de la cocher, tu te fais éliminer. Si tu respectes pas le bon formalisme d'un marché public, tu prends le risque de te faire éliminer effectivement par un acheteur qui serait un peu pointu. Ça fait cher le coup de stylo. Sur ce marché. Ça peut faire cher le coup de stylo. Ok. Donc effectivement. Donc ça, je dirais, c'est un peu le prérequis pour pas te faire éliminer, c'est respecte le formalisme. Après, tu me disais qu'est-ce qui fait qu'un acheteur public va choisir ton offre. Alors, en fait, ce qui est intéressant, on revient à la notion de transparence, c'est qu'il te le dit. Il te le dit très clairement. Au moment où il publie le marché public, il va te dire, moi, mes critères de notation, c'est la valeur technique de ta proposition, donc à quel point ça répond à mon besoin. Ça peut être le prix, ça peut être les délais de livraison, ça peut être des données RSE, donc environnementales, qui sont quelque chose qui arrive de plus en plus, encore trop lentement au goût de certains, je pense, mais de plus en plus dans les marchés publics. Et ça, tu as une grille qui te dit très clairement, voilà, sur ce marché-là, la valeur technique, ça compte pour 40% de la note, le prix, ça compte pour 50% ça a une pondération de la note. Inscrite au dossier. Exactement, tu as tout, tu as une pondération, etc. Donc en fait, les règles du jeu, tu les connais. Et tu sais sur quoi l'acheteur public va te juger. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Est-ce qu'il y a des choses, ok, il y a le cahier des charges, il y a la pondération, etc., mais il y a d'autres critères sur lesquels les acheteurs prennent la décision, qu'ils soient rationnels ou émotionnels. Est-ce que tu en as en tête que tu peux nous partager? Des choses qui sont vraiment cachées au moment de la publication, pas réellement. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est des choses qu'on n'aurait pas mentionnées nécessairement, pas du tout que l'acheteur n'aurait pas mentionné, pas par volonté de cacher des choses, mais simplement parce que il n'a pas forcément pensé à ça. Et c'est pour ça que c'est important, je pense qu'on en discutera un petit peu, mais d'arriver à rencontrer l'acheteur public avant le lancement du marché, pour identifier justement quels sont les enjeux un peu autres autour de cette autour de cet appel d'offres. Parce que en dehors des moments formalisés, tu n'as pas le droit de le contacter. Alors, au moment où le marché est publié, et même un petit peu en amont, la seule manière, le seul droit que tu as de contacter l'acheteur public, c'est en posant des questions sur une plateforme qui est ouverte à tous les concurrents. Tout le monde voit les questions. Tout le monde voit les questions, tout le monde voit les réponses. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les grands groupes avec lesquels on travaille, les Veolia, les Suez, les Vinci Energy, ils ont un peu des stratégies pour poser pour savoir quelles questions ils peuvent poser et quelles questions il faut surtout pas poser parce que ça dévoile déjà ce que toi tu as prévu de mettre dans la réponse. D'accord. Donc il y a des questions qu'on pose pas où j'imagine qu'il y a une manière de la formuler qui laisse pas trop penser que. D'accord. Donc il y a un sujet aussi un peu stratégie concurrentielle là-dedans. Il y a un sujet stratégie concurrentielle et puis donc stratégie concurrentielle sur le fait de récolter, comme tu le disais, plus d'informations en amont parce que des critères qui peuvent être pas cachés mais un petit peu implicites, il y a certains marchés par exemple qui ont un poids, une dimension politique, un poids politique assez fort. C'est-à-dire que les élus vont aussi s'y intéresser. Un exemple là-dessus? Un exemple très facile, c'est quel est le premier sujet sur lequel un maire se fait attaquer au moment d'une campagne de réélection? La propreté dans sa ville. Le sujet de la collecte des déchets, c'est un sujet qui est hautement politique, fondamental, crucial. Dans le secteur du BTP, etc., il y a plein d'exemples où en fait tu comprends que le marché peut avoir une résonance politique au dehors du marché public qui fait que il y a un contexte global que toi tu dois prendre en compte et que tu dois
montrer que tu as compris au moment de répondre, au marché public. Maintenant, il n'y a pas une pondération dans l'appel d'offres qui dit qualité de la réponse pour notre élu, 20%. Ça n'existe pas. Ça existe pas, mais ça existe. C'est-à-dire que ça va impacter la vie des acheteurs, mais c'est pas écrit dans le dossier. Et ça me semble important de le garder en tête et peut-être de toujours se poser la question quand je réponds à un appel d'offres public, c'est qu'est-ce qui n'est pas dit? Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la communication, ce qui est important, c'est ce qui n'est pas dit, tu vois. Parfois, on dit ça. J'ai l'impression qu'il y a ce phénomène dans les appels d'offres, parce que ce formalisme, il écrase et il est lourd pour les commerciaux, mais il est sans doute tout aussi lourd pour les gens qui créent cet appel d'offres. Je pense qu'il y a un vrai truc stratégique à toujours se poser la question, qu'est-ce qui n'est pas dit et qui va compter? Donc là, on a l'exemple, la dimension politique de l'achat qui est fait et comment je peux montrer que, dans ma réponse, comment je peux montrer que je vais être aligné avec potentiellement les intérêts si j'ai envie, en tout cas, de l'émetteur. Oui, c'est ça. C'est en fait montrer que tu as bien compris ce contexte-là. Et ça va être attribué dans une des notes, dans une des pondérations. C'est-à-dire que l'acheteur public, encore une fois, il doit justifier tous ses achats. Donc, il va pas cacher un de ses critères de décision pour dire « Ah bah tiens, en fait, il y avait une dimension politique qui comptait pour 20% et je te l'ai pas dit. Okay. » Mais par contre, si tu lui montres que tu as pris en compte l'historique de sa commune sur ces sujets-là et cet enjeu-là, que tu as personnalisé ta réponse, bah en fait, la valeur technique de ta proposition, elle peut être jugée comme plus pertinente par rapport à ça. Ok. Tout à l'heure, Quentin, tu parlais de l'importance de bien sélectionner les appels d'offres auxquels tu réponds. Comment tu fais pour choisir quels critères tu peux avoir pour comprendre, pour estimer que celui-là, tu es capable de gagner? Alors, la première information qu'il faut un peu que tu aies, toi, c'est ta capacité, la capacité que tu as à combien de marchés tu peux répondre tous les mois. Ça, c'est un peu ta contrainte, entre guillemets. Si tu peux répondre à 2 marchés maximum tous les mois, il faut que tu sélectionnes 2 marchés maximum tous les mois. Donc ça, c'est un petit peu ta contrainte. Ensuite, pour bien comprendre le marché qui est idéal pour toi, il faut que tu décides et que ce soit partagé au niveau de l'entreprise de critères de décision très très précis sur est-ce que ça c'est un bon marché ou est-ce que ça c'est pas un bon marché pour toi. Ces critères-là, ça peut être plein de choses. Ça peut être le montant d'un marché. Un marché qui est trop gros pour toi, c'est pas une bonne idée. Il est surdimensionné, tu vas pas être capable de le délivrer, donc tu vas passer du temps à y répondre et l'acheteur il va juste te disqualifier parce qu'en fait t'es trop petit. Donc le montant du marché, ça peut être une information. Les délais de livraison, ça peut être une information. Est-ce que ça rentre dans ton calendrier? Ce qui est demandé en termes de c'est peut-être même l'élément fondamental, ce qui est demandé dans le marché, est-ce que ça correspond toi à tes forces? Pas à quelque chose juste que tu sais faire entre guillemets comme les autres. Est-ce que toi tu sais le faire? Alors est-ce que tu sais faire la même chose mais moins cher? Ça peut être un élément. Ou est-ce que tu sais faire mieux que les autres pour un prix donné? Donc bien comprendre en fait l'adéquation, c'est un peu le product market fit des marchés publics. Bien comprendre l'adéquation entre la demande qui est mise dans le marché public et toi ce que tu as à apporter qui va avoir de la valeur ajoutée. Le plus gros chose que tu dis, c'est si ce à quoi tu réponds n'est pas l'une de tes 2-3 forces majeures dans l'entreprise, c'est un produit annexe ou un service annexe, c'est un indice qu'il vaut mieux peut-être pas y aller, quoi. C'est un indice qu'effectivement, il vaut mieux peut-être pas y aller. Un autre indice assez fort qu'il vaut mieux peut-être pas y aller, c'est encore une fois, je reviens sur la transparence, sur tous les critères de notation qui sont partagés. Je vais te donner un exemple un peu concret. Je parlais il y a pas longtemps avec une entreprise qui fait de la restauration collective plutôt haut de gamme, plutôt élevé. Ils ont étudié les 150-200 derniers marchés publics qui étaient sortis pour comprendre, tiens, sur ce marché-là, c'est quoi les critères retenus en général? Et ils se sont rendus compte que sur ce marché bien spécifique, la majeure partie du temps, le critère prix allait compter pour 70% de la prestation, 80% de la prestation, etc. Bon, là, tu as une question assez fondamentale, stratégique à te poser. C'est est-ce que, sachant que ça compte 80%, est-ce que, est-ce qu'il y a quand même des marchés où ça compte un peu moins et où je peux quand même me positionner parce que là, mon offre, ça valorisé? Ou alors, est-ce que je dois développer une offre un peu plus entrée de gamme, entre guillemets, de ma solution pour adresser les marchés publics? Donc, ça passe vraiment par comprendre le contexte de ton marché, comprendre ce qui est demandé en général
par les acheteurs publics, voir s'il y a une adéquation avec ce que toi, tu proposes, et de définir un peu ton marché idéal, c'est-à-dire celui où vraiment, là, tu as toutes les chances de gagner parce que la demande qui est faite rencontre absolument parfaitement ton offre. Et donc ça nécessite pour toi de lire quand même tous les appels d'offres publics qui sont émis pour savoir si c'est dans tes clous à toi, ta zone de force ou pas, j'imagine. Exactement, ouais, ça Tout. implique de monitorer et de lire tout, sauf quand tu as une solution comme Explain qui le lit pour toi. Dans Explain, tu peux mettre je veux que le prix soit pas à plus de X%, je veux que... qu'est-ce que tu peux mettre en fait? Dans Explain, donc nous on utilise l'intelligence artificielle, l'IA générative, pour aller en fait chercher automatiquement les 5-10 critères de décision d'achat et te les retranscrire immédiatement. Donc en fait, au moment où tu ouvres ton marché, on te dit ce marché-là, le montant c'est tel montant, voilà ce qu'il demande exactement comme prestation, les délais de livraison c'est tant, enfin voilà, toutes les informations qui sont importantes pour toi, tu peux les paramétrer pour que au lieu d'avoir à lire les dizaines et dizaines de pages, tu les aies sous les yeux directement. Ok. Et donc du coup, tu as la capacité de beaucoup plus facilement de trier ceux auxquels tu réponds et ceux auxquels tu réponds pas. Tout à l'heure, tu parlais de cette analyse que votre client dans la restauration avait fait. Est-ce que l'intégralité des appels d'offres qui ont été émis sont consultables par n'importe qui et leurs résultats le sont-ils? Parce que ça va être intéressant comme source d'information. Exactement, oui. Donc l'intégralité des appels d'offres émis sont effectivement consultables quand ils ont bien été répertoriés, mais en tout cas, normalement, tu n'as effectivement pas de problème à retrouver un historique d'au moins 1 an et 2 ans. Et l'information de qui a gagné le marché, donc ce qu'on appelle un avis d'attribution, c'est aussi consultable. Alors, c'est pas toujours parfaitement publié par l'acheteur public, donc ça c'est un petit enjeu. Pourquoi? Quels intérêts ils auraient à pas le faire? C'est plus des questions d'organisation, c'est plus des questions, voilà, c'est pas du tout encore une fois une volonté non, c'est pas une volonté de masquer des choses. Encore une fois. Par contre, je crois que si tu le demandes, c'est obligatoire. Si tu le demandes, c'est obligatoire. Et une autre chose que tu dois demander absolument une fois que le marché est tombé, si tu as répondu au marché, ce que tu peux demander, c'est ce qu'on appelle le RAO, donc le rapport d'analyse de l'offre. Rapport d'analyse de l'offre, ça te dit, toi, la notation, c'est le fantasme absolu d'un directeur commercial comme moi, ça te dit, en fait, ton client te dit comment il a noté chacun de ces critères par rapport à ce que toi, tu avais à proposer. Et ça, c'est fondamental de le demander parce que c'est ton outil de travail pour t'améliorer pour le marché d'après. C'est un post-mortem formalisé. C'est un post-mortem formalisé que l'acheteur public est obligé de t'envoyer sous 15 jours. Donc voilà, donc quand je parlais un peu de la phase de reporting, ça en fait partie. Ton travail, il ne s'arrête pas quand ton marché il a été gagné ou perdu. Ton travail, il continue puisque tu dois demander ces informations-là. Et c'est ça qui vont te permettre de comprendre là où tu as été compris, là où tu n'as pas été compris. Et du coup, de mieux répondre à l'appel d'offres suivant. D'accord. Et si tu n'as pas répondu à l'appel d'offres, tu as le droit d'accéder à ces rapports? Alors là, on commence à rentrer dans des petites technicités, des technicités juridiques, mais de mémoire, les avis d'attribution, ils sont publiés de toute façon, théoriquement en tout cas. Le rapport d'analyse de l'offre, par contre, sur ton offre à toi, ça c'est une information que tu peux te demander que si tu étais répondant au marché, ce qui est relativement normal. Je me suis toujours dit que, et là quand tu en parles, c'est encore plus flagrant, ces acheteurs publics, c'est des humains. Ils ont des émotions. Et ces appels d'offres, ils paraissent entièrement rationnels. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions émotionnelles en les masquant par des raisons très rationnelles. Première question, quelle est la part d'émotion et d'intangible dans les décisions prises par les acheteurs publics? Et deuxième question, comment tu peux avoir un impact là-dessus dans le moment de la soumission de ta proposition? Alors la part exacte entre l'intangible, je m'aventurerai pas je pense que personne ne l'a. Mais surtout, je m'aventurerai pas à le juger parce qu'encore une fois, là on parle d'un principe fondamental du code des marchés publics qui dit qu'un marché doit être parfaitement équitable. Donc théoriquement, ça doit représenter 100%, doit être sur des critères objectifs. Et en tout cas, ton acheteur public, il doit tout justifier
sur des critères objectifs. Ouais. Donc voilà. Après, la part de, in fine... on peut prendre la sur des décision et la critères justifier comme on veut, mais... Ça, encore une fois, je ne m'aventurerai pas sur ce. Non, alors toi, tu vas pas t'aventurer. Moi, je peux le dire, il y a beaucoup d'appels d'offres où c'est beaucoup plus d'émotionnel. Et après, on a entendu plein d'histoires, de toute façon, d'appels d'offres truqués, ou d'appels d'offres pas forcément truqués, mais il y a eu un acheteur qui s'est bien entendu avec un commercial et ça a fait la différence. C'est une réalité. Faut pas trop le dire, et si tu veux, mais c'est une réalité que parfois ça se passe comme ça, même si j'imagine que dans la plupart du temps c'est plutôt juste, quoi. Moi je dirais plutôt qu'il y a des règles du jeu et il faut les connaître pour justement te donner un maximum de chances de toucher ton acheteur public. Donc par exemple, on en avait déjà parlé un petit peu au début, mais pourquoi la phase amont, le fait de rencontrer l'acheteur public, elle est hyper importante. Et pourquoi on dit effectivement souvent, t'entends souvent que un marché, une fois qu'il est publié, peut-être qu'il est déjà perdu, ou en tout cas c'est trop tard. C'est pas forcément, et ça c'est un peu une vieille image qu'on a. Et moi personnellement, j'y crois assez peu pour faire copain avec gens public, etc. Ça, moi à mon sens en tout cas, c'est pas quelque chose qui arrive beaucoup plus, qui arrive si fréquemment que ça, et c'est plutôt très encadré, très contrôlé. L'acheteur public, il doit faire attention à ça. Par contre, l'acheteur public, il est complètement autorisé à rencontrer une entreprise avant de publier un acheteur public, un marché public. Donc au moment où il est en train de décider de qu'est-ce qu'il va mettre, tout simplement, dans son cahier des charges. Mmh. Et donc l'intérêt de rencontrer l'acheteur public avant la parution, donc là je vous encourage vraiment à le faire, et l'acheteur public lui est également encouragé à le faire, donc ça tombe très bien, c'est que tu vas pouvoir effectivement comprendre le contexte de son marché. Donc là ça te donne des informations supplémentaires pour personnaliser ta réponse. Ça c'est un avantage, c'est pas du copinage, etc., c'est juste que tu as récupéré des informations qui te permettent de mieux personnaliser ta réponse. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle de la prescription. Donc de la prescription, c'est en gros faire en sorte pour une entreprise que le marché qui va être publié, il ressemble quand même beaucoup à ce que toi tu sais très bien faire. Et là, faut se dire qu'encore une fois, on ne parle pas de notion de copinage, on dit juste que tu as un acheteur public qui est en train de déterminer de quoi il va avoir réellement besoin. Toi, c'est une bonne idée de lui expliquer, d'après toi, ce dont il va avoir besoin, etc. Et là, ça, effectivement, tu es tout à fait autorisé à le faire, de la prescription. Tu peux le faire. Donc, tu influes sur le cahier des charges et sur la manière dont l'appel d'offres sera rédigé. C'est ça, tu influes indirectement sur le cahier des charges en aidant en tout cas l'acheteur public à définir réellement son besoin, comme ce qu'on peut avoir en B2B. Et ça peut se faire, tu vois, sur différents sujets. Je vais te prendre un exemple. Nous, on travaille avec des entreprises comme Veolia, Suez, des entreprises qui sont plutôt sur le segment sur le marché de la gestion des déchets, qui ont plutôt un positionnement, je dirais, haut de gamme, entre guillemets, c'est-à-dire avec un service de qualité, ils développent beaucoup de choses, etc. Et qui déplorent un petit peu que ce marché soit parfois tiré par les prix. Eux, leur enjeu en phase de prescription, c'est typiquement d'arriver avec 10 ans d'historique de ce qui s'est passé sur la collectivité dans la galerie des horreurs, donc les articles de presse, etc., et d'expliquer que la différence pour l'usager entre un service premium et un service un peu discount, c'est ça, que ces choses-là ne se reproduisent pas. Leur enjeu, c'est de faire en sorte que dans le marché public, il y ait une enveloppe, le facteur prix ne soit pas le facteur qui détermine tout sur ce marché. Ça, c'est un exemple de prescription. Un deuxième exemple de prescription que je trouve assez intéressant, c'est, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, c'est tu peux gagner sur les marchés publics sans jamais répondre au marché public. Une manière de le faire, c'est d'être le fournisseur d'une solution dont des gens qui répondent au marché public vont avoir besoin. Je te donne un exemple un peu concret. On a dans nos clients des gens qui produisent des lampes, des éclairages, du LED, etc. Donc leur marché, c'est le marché de l'éclairage public, mais ils répondent rarement directement à la commande publique, parce que ceux qui répondent, c'est les gens qui sont en charge d'installer ça. Et pourtant, ils ont des équipes dédiées au fait de faire de la prescription, donc de montrer aux collectivités, aux acheteurs publics, de montrer la dernière technologie LED, la technologie basse consommation, etc., pour faire en sorte qu'au moment où sort le marché, ce soit un des critères qui soit précis. C'est hyper intéressant. Donc voilà, ça peut même aller encore plus loin dans ce côté prescription.
Et ça, c'est intéressant, je pense, pour des gens qui travaillent avec le secteur public sur des paniers moyens assez faibles ou alors sur des technologies vraiment très innovantes. On peut penser aux personnes qui regardent cette vidéo et qui font du SaaS, par exemple, pour les collectivités. Plus loin que de la prescription, ce que j'appelle moi l'évangélisation, c'est-à-dire quand tu as un produit hyper novateur, ton problème c'est que tu n'as pas de marché public en face, puisque l'acheteur public il ne sait pas que ça existe, ta solution. Donc là effectivement tu as un travail marketing et un travail commercial pour aller leur expliquer que cette solution-là existe. Par exemple, je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui fait avec un SaaS de gestion de courrier pour les administrés. Bon lui, il a effectivement cet enjeu, il a des équipes commerciales qui vont vraiment faire de la prospection, j'allais dire dans le dur, quoi, auprès des collectivités pour expliquer que cette possibilité-là existe. Voilà. Et avec un petit bonus qui est intéressant, c'est que quand tu es sous certains seuils en commande publique, donc c'est sous 40 000 euros ou alors 100 000 euros pour des marchés particulièrement innovants, tu as accès à ce qu'on appelle une procédure simplifiée. Donc, simplifié, ça veut dire que le formalisme est beaucoup moins, la mise en concurrence n'est pas toujours systématique, etc. D'accord. Donc, en fait, là, ça commence à ressembler presque plus à du B2B. Donc voilà. À moins de 40 000 euros, tu peux échapper à ce formalisme. Ouais, exactement. Tu peux échapper à une partie de ce formalisme-là. On va dire la partie qui te coûte le plus cher. Okay. Voilà. Et puis une dernière chose qui est importante dans le fait de rencontrer l'acheteur public idéalement en amont, c'est par définition, commande publique veut dire argent public. Veut dire je fais pas n'importe quoi avec mon argent, donc l'acheteur public il est assez frileux par essence entre guillemets, il va faire attention, à ce sur quoi il s'engage. Et donc il va pas s'engager avec n'importe qui. En fait, l'acheteur public, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré sur ta capacité à délivrer une solution. Il a besoin d'être rassuré sur... il a besoin de plein d'éléments pour le rassurer sur ta capacité à délivrer un marché. Donc, le fait de le rencontrer en amont, ça permet effectivement à l'acheteur public d'avoir un visage, d'avoir un nom, de savoir que l'entreprise elle existe, de connaître tes références et idéalement tes références qui sont relativement proches de ce dont lui va avoir besoin. Et ça... à note équivalente, c'est sûr que ça peut influencer, comme tu disais, la partie un peu irrationnelle de « ah bah oui, je le connais ». Encore une fois, c'est pas qu'on est copains, c'est juste que j'ai compris que c'était une entreprise sérieuse, qui avait des références fortes et qui était capable de délivrer mon marché. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même non négligeable, ces parties-là, donc faut y aller, quoi. C'est pas ce que je veux passer ici comme message, c'est que ce n'est pas qu'un exercice où il faut cocher des cases, parce que cocher des cases, c'est nécessaire, mais c'est sûrement pas suffisant. C'est sûr que donc la partie intéressante, c'est toute la partie qui n'est pas couverte par le nécessaire et qui amène au suffisant. Et donc, par exemple, tu parlais des références, tu parlais de la capacité à faire de l'amont et des choses comme ça. Tu parlais de l'aspect politique. D'ailleurs, est-ce que tu en vois d'autres ? Bon, si je reviens sur la partie amont, ce qui est important, c'est que du coup, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est il faut aller les rencontrer. Ouais. Alors maintenant, la bonne question à se poser, c'est qui est-ce que tu dois aller rencontrer ? Parce que des communes, des collectivités, il y en a 36 000 en France, qui sont autant d'acheteurs. Il te faudra une équipe commerciale assez conséquente. Tu vas toquer à leur porte. Effectivement. Donc comment tu le fais ? Donc là, la réponse en fait, c'est ça sert à rien d'aller leur parler à tout moment, etc. Il faut avoir une stratégie pour identifier justement les bons signaux qui disent ah là c'est le bon moment pour aller parler à telle collectivité parce que ils vont y avoir. Trouver les signaux faibles. Exactement. C'est quoi les signaux faibles par exemple ? Il faut trouver les signaux faibles. Je vais donner deux exemples un peu concrets. Les premiers signaux, c'est les signaux qui sont émis, comme je disais, directement par la collectivité dans, par exemple, des délibérations d'un conseil municipal. Un conseil municipal, il est juste en train de discuter. Tiens, on a un problème sur telle rue, on a un problème d'éclairage sur telle rue. Bon, là, ils sont en train de te dire... peut-être qu'on est en train de réfléchir à avoir un marché. Donc ça, c'est un premier signal. Un deuxième signal hyper fort, ça va être ce qu'on appelle les budgets primitifs des collectivités. Donc les premiers budgets, c'est un budget prévisionnel d'une collectivité. Donc là, ils te mettent clairement les signaux, les compteurs sur où est-ce qu'ils vont investir plus que l'année dernière, où est-ce qu'ils vont investir moins que l'année dernière. Ils publient leur budget. Oui, exactement. Ils publient leur budget prévisionnel. Donc celui qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un deuxième signal. Et de manière en fait générale, moi le conseil que je pourrais donner à des gens qui répondent à la commande publique, c'est la commande publique en fait c'est une espèce de chaîne de suite logique et il faut comprendre un peu cette suite logique. Je vais te donner un exemple un peu concret. Donc mettons que une collectivité
décide de construire un nouveau bâtiment pour ses agents municipaux, pour ses 500 agents municipaux. Bon, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, elle va en parler dans les délibérations. Elle va délibérer pour le fait de est-ce que oui ou non, ce projet-là, on le fait. Et puis, peut-être qu'elle va demander un budget, demander des subventions. Bon, ça, c'est des informations que tu peux récolter. Elle va demander des subventions à la région, etc. Et puis ensuite, elle va soumettre un premier marché d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la personne qui va l'accompagner. Voilà. Ce marché d'AMO, tu sais qu'il précède du coup un marché de travaux, mécaniquement, un marché de BTP. Donc, c'est une bonne idée quand tu fais du BTP de monitorer ce qui se passe sur les marchés des AMO. Et puis derrière, le BTP, ils vont livrer le bâtiment. Et d'un seul coup, tu vas avoir besoin d'un service de restauration collective, de fourniture de bureaux, etc., etc. Et donc c'est sans fin. Donc en fait, il y a vraiment une suite logique dans tes marchés publics. Il faut comprendre cette suite logique. Il faut comprendre quels sont tous les signaux que tu peux aller capter dans cette suite logique et qui te disent là, c'est le bon moment d'envoyer mes commerciaux pour avoir cette discussion-là. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il se passe avant d'avoir besoin de ce dont je vends? Exactement. Qu'est-ce qui doit se passer? Ouais, et là, on va aller rechercher tous les signaux, et des émissions d'appels d'offres en amont, des délibérations, comme tu le disais, de conseils municipaux. C'est ça, des articles dans la presse qui font beaucoup de bruit parce que quelque chose s'est pas bien passé. Bon, là, mécaniquement, on va avoir une réflexion. Enfin, voilà, c'est tous ces signaux-là. Mais oui, non, c'est très bien résumé. Comprendre tous les signaux en amont. Et donc, tu trouves ces signaux. Tu dis, bon, il faut que j'aille parler à cette municipalité. Comment tu fais? Là, pour le coup, ça ressemble à une prospection, j'allais dire, un peu classique. C'est-à-dire que tu vas prendre ton téléphone, prendre tes emails et aller les contacter directement en disant, voilà, j'ai vu que vous aviez tel projet, etc. Je vous invite à ce qu'on en discute. Tu vas identifier qui est la personne en charge de ce sujet-là bien particulier. Et voilà, encore une fois, tu es complètement autorisé à le faire tant qu'on n'est pas rentré dans le cadre de la procédure officielle. Et l'acheteur, lui, il y a même des chances que, à partir du moment où il anticipe qu'un marché va arriver, il ait envie aussi de te contacter. De rencontrer. Ouais. En fait, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, mais c'est un enjeu pour les collectivités de eux-mêmes sourcer un nombre de répondants suffisant pour leur marché. Donc eux, ils ont un enjeu en fait de rencontrer des acteurs comme toi. Donc normalement, c'est plutôt bien accepté si le timing est le bon. Donc sur cette phase amont, avant l'émission de l'appel d'offres, ça ressemble quand même relativement beaucoup à de la vente, à du business classique. Tu vois des signaux faibles qui justifient que tu ailles vers le client, tu utilises un ou plusieurs canaux pour le contacter, tu le rencontres. La différence, c'est que quand il décide de rentrer en ce qu'on appelle classiquement en phase de lancement de projet, là, tout change. Et lui, il va partir. Et ça, c'est quand même pratique parce que la grosse différence, c'est que eux, ils vont travailler à une définition du besoin extrêmement précise, qui est très confortable quand tu arrives, quand tu les rencontres pour la première fois. Alors que dans le privé, parfois, tu arrives et les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ils pensent déjà à la solution. Et donc là, tu n'as pas ça. Par contre, l'inconvénient, c'est effectivement, tu ne peux pas trop leur parler. Tu as une chance, c'est eux qui décident du process et tu t'y plies. Tu n'as pas de choix. Oui, c'est ça. Et puis l'inconvénient, c'est qu'une fois que l'acheteur public a décidé qu'il avait besoin exactement de ça, avec tel critère de notation, ça ne peut pas changer en cours de route. Alors, les critères de notation en général ne changent pas. Le marché peut évoluer un petit peu plutôt sur le formalisme, etc. Et dans ce cas-là, tu vas avoir ce qu'on appelle des avis de rectification qui vont t'informer de tout ça. Mais dans l'ensemble, la structure globale, par rapport à du B2B, tu peux pas venir et lui dire non mais en fait, là ce qui est important pour toi, c'est plutôt ça et ça et ça. Non, c'est trop tard. Ça n'arrive pas ou c'est pas légal? Du coup, j'espère que les deux vont ensemble. Ouais, mais ça pourrait genre, ça n'arrive pas, mais ce serait légal de le faire. Et en fait, le message derrière, c'est peut-être qu'il y a un moyen, parfois, d'influencer ce qui est important ou non pendant l'appel d'offres et de changer ne serait-ce que les pondérations. Non, alors changer les pondérations, en tout cas, moi, j'ai pas en tête d'exemple dans lequel ce soit arrivé. Par contre, ce qui peut changer, c'est que donc tu vas avoir une première phase d'évaluation de ton offre sur la base d'un écrit par l'acheteur public, et ensuite il peut décider qu'il y ait une soutenance derrière.
pour les candidats qui sont shortlistés. Et donc là, il peut y avoir, dans ce cadre-là, là, tu vas pouvoir un peu plus défendre ton offre, entre guillemets, à l'oral. Il peut y avoir une phase de négociation. Il peut y avoir une phase de négociation sur les prix, etc. Donc je dirais que c'est un peu le moment où effectivement des choses peuvent encore bouger, mais le cadre global, lui, il va pas être modifié. L'appel d'offres est émis, les critères sont décidés, tu souhaites y répondre. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots, en quelques bullet points, ce qui fait une bonne réponse? Oui. Alors, ce qui fait une bonne réponse, on l'a dit, la première chose, une réponse bien formalisée. Ça on a compris. Voilà. La deuxième chose, c'est, je crois savoir que c'est un thème qui t'est assez cher, c'est vendre, c'est aider l'acheteur à acheter. Okay. Là, mets-toi à la place d'un acheteur public qui va recevoir, il faut bien se mettre à la place d'un acheteur public qui va recevoir une dizaine, une quinzaine d'offres qu'il va devoir éplucher. Donc c'est pas très drôle non plus pour lui. C'était pas très drôle pour toi de lire le marché, c'est pas très drôle pour lui de lire 15 réponses. Parce qu'une offre, ça fait 30, 40, 80 pages. Ça peut faire effectivement 30, 40, 80 et voire beaucoup plus sur des sujets un peu techniques. Donc il va devoir faire ça. Et deux, sur un sujet... vraiment tout. Pardon ? Ils lisent vraiment tout. Ils lisent vraiment tout. Ils lisent ce que tu leur as. Oui, ils lisent ce que tu leur as fléché. Ce qui est sûr, c'est que si ça fait pas plaisir et si c'est mal organisé, ils vont probablement moins tout lire que si c'est bien construit. Oui, exactement. Donc peut-être juste pour finir sur ce sujet-là, l'autre chose qu'il faut avoir en tête quand tu te mets à la place de l'acheteur public, c'est qu'il ne connaît pas forcément ta solution. La nomenclature des marchés publics, il y a 9500 catégories de produits, de solutions différentes. T'imagines bien que l'acheteur en face, il ne connaît pas forcément les 9500. À moins qu'on passe par une centrale d'achat, que ce soit spécialisé, etc. Donc il faut partir un peu de ces deux postulats-là. Et donc la première chose qui fait une bonne réponse, c'est une réponse qui guide l'acheteur par rapport aux critères de décision, lui, qui s'est fixé, et un peu à la trame qui s'est fixée. Lui, il va être là, l'acheteur public, il va lire ton rendu, il a sa petite grille de notation. C'est bien s'il retrouve les choses dans l'ordre, et c'est bien si tu lui as simplifié un maximum, entre guillemets, ton approche, si tu as un produit un peu compliqué, des petits schémas explicatifs pour le simplifier, etc. Mais donc voilà, ça c'est la première chose. Tu crées des ponts évidents entre la trame qui s'est fixée et la réponse que tu fais. Il faut qu'il puisse faire les associations sans réfléchir. Exactement, il faut qu'il puisse faire des associations hyper faciles. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà, ça s'appelle une mémoire technique, la réponse, mais en fait, c'est quand même un document marketing. C'est un document qui doit être forcément... sur lequel ton équipe marketing, Marc Strat, doit aussi travailler. Ne laisse pas ton commercial faire ça tout seul. Donc ça, c'est la première qualité d'une bonne réponse, c'est une réponse qui guide. Ensuite, la deuxième qualité d'une bonne réponse, c'est une réponse qui est personnalisée. Ça, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de chez Vinci et qui me disait, c'est très facile pour nous de comprendre si on a fait un bon mémoire ou pas un bon mémoire. La qualité technique de la réponse, ils ont des bureaux d'études remplis d'ingénieurs, elle va toujours être impeccable, nickel, etc. Si derrière, c'est du discours justement très ingénieur, etc., donc très technique, très pointu, et surtout, s'ils ont oublié la partie personnalisation, c'est-à-dire la partie qui dit le contexte de toi, de l'acheteur public, on l'a compris, c'est ça, et c'est pour ça qu'on a choisi tel et tel et tel et tel élément de réponse, c'est pour ça qu'on a choisi telle technologie, c'est pour ça qu'on a choisi telle méthodologie, etc. Il est fondamental. Il faut que l'acheteur public il lise quelque chose qui en fait a été pensé pour lui, même si derrière il y a des templates, etc. Mais il ne faut pas que tu oublies la partie qui personnalise la réponse. Parce qu'il n'est pas forcément technique, le lecteur. Même si c'est un achat de produits techniques, l'acheteur public n'est pas forcément technique. Alors, sur des solutions, encore une fois, très techniques, très pointues, il va l'être, ou alors il va se faire aider par un AMO qui a cette dimension, technique-là. Mais ça n'empêche pas le fait que s'il a l'impression que la réponse technique que tu as apportée est personnalisée à son contexte, en fait, tu as la qualité la valeur technique qui va être la note qui va être donnée à ta prestation, elle va être plutôt plus élevée. Qu'est-ce que tu vois d'autre qui te paraît important ? Ouais, dans la qualité d'une bonne réponse, je dirais à le côté valoriser, penser à vraiment valoriser ta proposition et ton entreprise. Donc, tu peux aller au-delà
de ce qui est présenté dans l'appel d'offres. Tant que tu réponds à ce qui est demandé, entre guillemets, tu peux faire plus. Même si c'est hors cadre, tant qu'il y a le minimum, c'est bon. Tu peux faire effectivement, tu peux apporter un peu plus. Alors, sur certains marchés, pas sur tous, donc si tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. Et en tout cas, voilà, bien valoriser ton entreprise. Et le dernier élément, on en a déjà parlé un peu plus tôt, mais rassurer. Donc rassurer sur ta capacité à délivrer le marché. Toutes les normes qui vont bien, les ISO, etc., c'est un bon moment pour les sortir. Toutes les références qui vont parler à l'acheteur public, c'est un bon moment pour les sortir, des stats éventuelles que tu aurais sur les tenues de tes délais, par exemple, sur les marchés. Enfin voilà, tout ce qui peut rassurer l'acheteur public, c'est des bons points pour la réponse. J'ai une question, parce que c'est une pratique que j'aime bien. Les dossiers que les personnes envoient, c'est des dossiers en format numérique, fichier. Est-ce que tu as le droit de mettre une vidéo de toi, du commercial ou du patron de l'entreprise, qui commente la réponse ou des parties de la réponse dans ton dossier de soumission? Eh bien, c'est une très bonne question et à laquelle j'ai pas forcément la réponse. En tout cas, je l'ai jamais vu faire. Ouais. Je l'ai jamais vu faire. Il faudrait regarder, là encore une fois, on commence à être dans un... Il y a un disclaimer, on ne sait pas si c'est possible. Exactement, le disclaimer, c'est il faudrait voir avec un avocat, parce que si ça fait pas partie exactement des pièces qui sont demandées dans la réponse, peut-être que t'as pas le droit de le faire. Et comme justement la partie de la communication orale est plutôt réservée à la soutenance, si tu y es... C'est une bonne question. Je ne m'aventurerai pas à te dire que tu. Alors, il y a peut-être un créneau pour ceux qui nous écoutent, parce que si c'est pas interdit, c'est autorisé. Et là, il y a peut-être un coup à jouer sur comment commencer à créer une connexion et faire une pré-soutenance sans avoir été à la soutenance et marquer des points. Surtout que c'est un format original, donc on va te retenir pour ça. Tu parlais à un moment donné de faire montrer ces différences, parce que c'est aussi un point, montrer en quoi tu es différent des autres pour faire gagner du temps à l'acheteur, aider l'acheteur à acheter, c'est aussi lui montrer en quoi tu es différent et qu'est-ce qu'il va trouver chez toi qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Et ben, cette manière de diffuser l'appel d'offres, le fait que peut-être le CEO ou quelqu'un d'important dans l'entreprise ait pris le temps de le faire, ça peut faire marquer des points. Mais on ne sait pas si c'est possible ou pas. Ça n'engage que toi, Quentin. Ça n'engage que moi. N'hésitez pas à suivre les avis de Quentin si ce n'était pas la bonne chose à faire. Non, il faut vérifier. Ok, on a vu tout ce qu'il fallait faire d'important. Est-ce que tu peux nous résumer les pièges? Moi, je suis commercial. Je veux faire de la réponse aux appels d'offres. Je suis directeur commercial. Je veux être sûr qu'on ne se plante pas. C'est quoi les grands pièges que tu vois qu'il faut absolument éviter quand on répond à un appel d'offres public? Ouais. Ton premier piège, c'est de penser que c'est un sujet uniquement commercial. Et donc de laisser ton pauvre commercial se dépatouiller tout seul avec un appel d'offres. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut construire une équipe projet autour de ça, parce qu'il va y avoir... il y a des sujets, comme on a dit, plutôt marketing, de formalisation. Il y a des gros sujets, on l'a compris, administratifs. Il y a des sujets de chiffrage, comptable, etc. Enfin, on va dans un spectre qui est très très large, et donc laisser ton commercial tout seul en face de ça, c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, les grosses entreprises, elles ont encore une fois des bureaux d'études, des équipes spécialisées, des cellules spécialisées à la réponse à des appels d'offres. Donc ça, je dirais que c'est une première erreur organisationnelle à ne pas faire. Les deuxièmes erreurs, je suis revenu dessus plusieurs fois déjà, mais ça touche donc au formalisme de la réponse. Soit un petit piège, par exemple, que je n'avais pas encore mentionné, c'est le formalisme de ta réponse, il peut être modifié en cours d'appel d'offres. C'est-à-dire que l'acheteur public peut produire ce qu'on appelle des avis de rectification pour dire « Ah, j'ai changé quelques petites choses dans mon appel d'offres ». Une des choses qui peut changer, c'est le formalisme. Donc d'un seul coup, la case J16, c'est devenu la case J19. Donc, assure-toi bien que tu as le dernier fichier à jour et le dernier projet à jour pour bien y répondre. Et tu ne prends pas au dernier moment de te dire « Ah bah tiens, répondre à un appel d'offres dans un délai hyper contraint et sur le côté administratif, ça c'est pas du tout une bonne idée. On a encore une fois la galerie des horreurs est remplie d'exemples d'entreprises qui s'y sont pris au dernier moment. Sur le volet administratif, la petite panne informatique qui va bien la veille de le rendre, ils rendent le marché une heure trop tard. Une heure trop tard, tu peux plus rendre le marché. Donc voilà. Donc ça, encore une fois, faut être en mode projet, bien s'assurer qu'on coche toutes les cases. C'est classique, ça te rend son appel d'offres 10 minutes avant l'heure de fin, non? Ouais. Ça, moi, j'ai souvent fait, en tout cas, je sais pas si c'est classique, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ça. Genre, tu rentres ton appel d'offres,
sur la limite, quoi, 1 minute avant presque. Bah, c'est ça. Bah, là, idéalement, tu as quand même envie d'éviter ça. Tu as quand même envie d'éviter ça pour éviter les Parce qu'à les 18h01, si c'est 18h, ils n'ont plus le droit d'accepter ton. Bah, théoriquement, à 18h01, Théoriquement. Et théoriquement, tu peux d'ailleurs même plus le soumettre en fait à 18h01. Ça va même un cran au-dessus. Donc voilà, je sais pas s'il y a pas une petite marge d'erreur parfois, mais spontanément, j'aurais quand même tendance à me dire que non. Bref, c'est pas une bonne idée de tester cette limite-là. Non, faites pas ça chez vous. Ouais, exactement, ne faites surtout pas ça chez vous. Donc voilà, et puis non, les dernières grosses erreurs à commettre, je t'ai donné un peu toutes les bonnes pratiques, ne pas faire ces bonnes pratiques, donc rendre quelque chose qui est complètement indigeste, illisible, dans lequel ton acteur va se perdre, même si ta proposition est la meilleure. Si l'acheteur il n'a pas compris que c'était la meilleure et que tu ne l'as pas guidé là-dessus, bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Tu peux avoir le produit le meilleur du monde, si personne ne le comprend ou personne ne sait qu'il existe, ça ne marchera pas. Il ne va rien se passer. Donc voilà, donc je dirais que c'est ça les grands écueils à éviter sur la commande publique. Avec ce qu'on a cité, c'est ne pas aller répondre à des marchés que tu as 5% de chance de gagner parce que le montant est hyper important, hyper gros et que tu te dis ça te met des étoiles plein les yeux. Si tu as 5% de chance de gagner, en fait, ça sert à rien, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. Ouais. Et ça c'est la dernière erreur du coup fondamentale, c'est ta stratégie de prix. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tentées, c'est un peu une erreur classique, de se dire je vais mettre un prix au rabais vraiment hyper bas juste parce que je veux gagner le marché à tout prix, etc. Donc je vais me mettre hyper bas en me disant tiens peut-être d'ailleurs que ensuite je pourrais passer des avenants, etc. et remonter un peu ça. Donc ça de manière générale ça marche pas, passer des avenants dans le marché public. Ça peut se faire, c'est pas simple et voilà, et tu peux te retrouver derrière, il faut le délivrer le marché. Et tu t'es engagé à le délivrer et tu peux te retrouver avec des vrais problèmes de rentabilité. Si voilà. Donc ta stratégie de pricing, elle est importante et il ne faut pas faire n'importe quoi pour remporter un marché parce que c'est un marché à 10 millions et que sur le papier, c'est très joli. Si c'est un marché à 10 millions mais que ça t'en a coûté 12, ça fonctionne pas. Pas longtemps. Ok, voilà. Super. Écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est important de reconnaître la chance qu'on a d'avoir tes conseils parce que finalement, en France, il n'y a pas beaucoup de monde qui a accès comme ça à plein de sociétés qui ont l'habitude de répondre à des appels d'offres en un aussi gros nombre. Sinon, c'est des consultants spécialisés qui vont... Là, toi, tu es commercial, tu es chief revenue officer, c'est un peu plus large, mais tu as vu ces sujets et c'est chouette que tu aies pu venir pour nous parler de ça. Je pense et je te remercie pour ça. Plein de conseils à prendre pour maximiser ses chances de gagner. Et notamment c'est de parfois pas jouer. C'est ça aussi, paradoxalement, qu'il faudra savoir faire. Ce que je te propose de faire sur une autre note, c'est notre participant légendaire Question Ball. Donc il y a un bol ici que vous ne voyez pas, mais il y a mais c'est un vrai bol. Voilà, un vrai bol dans lequel on a des questions. Quentin va tirer un certain nombre de questions qu'il ne connaît pas et on va voir sa réaction et ce que tu as à nous dire. Donc je te laisse démarrer et tirer ta première question. Quelles sont tes méthodes de vente favorites? Lesquelles utilises-tu? Alors, pour une entreprise de SaaS, je vais pas avoir une réponse extrêmement originale, puisque nous, le framework, en tout cas, qu'on utilise, c'est le MEDDIC, qui est un peu notre framework à définition, qui est celui qui fonctionne le mieux. Maintenant, moi là-dessus, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, je trouve que la meilleure méthode, et moi vraiment une des choses que je retiens et que j'ai recherché chez un commercial, c'est... je trouve que l'acte de vendre, il devrait être un peu plus naturel que ce qu'on a. En fait, tu ne dois pas te contenter d'une méthode préécrite, etc. Et je trouve que, tu vois, t'as trop souvent ce côté de derrière la méthode, tu perds l'interlocuteur que tu as en face parce que il répond à des questions avec une manière hyper standardisée d'y répondre, il pose des questions d'une manière hyper standardisée, etc. Moi, j'ai vraiment envie que nos équipes chez Explain, quand tu parles à Gauvin, par exemple, dans notre équipe, tu parles à Gauvin. Tu ne parles pas à Robot 360 de chez Explain qui répond exactement de la même manière. Voilà, et c'est pareil pour Louis, pour Claire, etc. Donc, moi, j'ai envie de dire, l'une des meilleures méthodes, ça reste... alors, je crois que j'ai plus son nom, mais la personne de partout appelle ça le natural selling. Donc, en fait, c'est juste...
être naturel dans ta manière de poser des questions, etc. Enfin, accepter de présenter Quentin devant le client avec ma manière de poser les questions, etc. Bien sûr. Donc voilà, je sais pas si ça répond complètement à ta question, Si, mais ça y répond totalement. tombons pas dans il y a le piège du cadre, quoi, entre guillemets, et il faut pas que ça enlève la nature de la relation commerciale qui est une nature humaine, quoi. Exactement. Et le piège du cadre, je pense, fonctionne dans les deux sens. Alors, le piège de l'absence de cadre et le piège de la surprésence du cadre peut être toujours une question d'équilibre. Nous, on constate souvent dans les équipes que c'est plutôt un manque de cadre qui pose problème, sous couvert de dire « Non, mais moi, j'ai ma méthode, je vais être naturel ». Et moi, je trouve que c'est un risque, et c'est pas dans ce que tu dis, puis on a travaillé ensemble, on a fait du training commercial ensemble, donc on le sait, mais le risque, c'est de se cacher derrière le naturel pour ne pas faire de process, pas de cadre et pas de méthode, alors qu'en fait, il faut d'abord faire du cadre pour pouvoir faire du naturel. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Exactement. Parce que si tu n'as pas de méthodo, si tu ne sais pas où tu dois aller ni comment y aller, en fait, tu peux être naturellement pas efficace, ok, si tu veux. Mais il y a quand même ce point qui est important. Ouais. Mais tu vois, non, c'est intéressant parce que moi, dans les 1000 choses que j'ai pas bien fait depuis que je suis CRO, il y a un moment où justement, alors que j'ai eu tendance à mettre trop de cadres, à trop tout cadrer, et en fait, quand tu fais ça, ce que tu perds, c'est déjà tu perds un esprit d'initiative, tu perds ce qu'on appelle l'intelligence terrain entre guillemets. Parce que tu commences à avoir des équipes qui rentrent ça peut trop faire dans paniquer, les tu penses trop à ta méthode et tu penses plus assez au client. Exactement. Donc restons concentrés sur le client et les méthodes effectivement elles sont là pour poser le bon cadre et garantir une expérience d'ensemble. Mais à la fin c'est quand même bien que la personne parle à... Faut pas que ce soit au détriment de la relation. Exactement. Et moi on a tous je pense cette image des commerciaux un peu robots, tu sais que tu as au téléphone et en fait et tu sens qu'il y a rien qui est lui quoi. Enfin il y a rien qui vient de lui. Il se des questions. Voilà, exactement. Moi il y a un moment encore une fois, c'est bien de parler à Quentin. C'est bien de parler à Quentin. On passe à la suite. On passe à la suite. Quelle est ma source d'apprentissage commercial favorite? Livre, podcast, etc. Honnêtement, un peu un mélange de tout ça. Un peu de livres, un peu de podcast, un peu de YouTube, parce qu'il y a des chaînes qui sont très bien faites pour ça. Donc, je dirais ça c'est pour un peu le fond, la théorie. Après, en vrai, ma vraie source d'apprentissage, ça va être d'être avec les clients, d'être avec des utilisateurs, d'être avec... ou alors d'observer quand mes équipes sont dans cette relation, de faire en sorte qu'ils remontent un maximum d'informations. Parce qu'encore une fois, il y a la méthode et il y a toi la réalité de ton marché, la réalité de tes clients, etc. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. Faut toujours commencer par là. Il y a un peu le piège de j'arrive et je me dis que comme je suis une boîte SaaS qui fait ça, qui vend ça, etc. En fait, il faut que je fasse exactement comme telle autre boîte SaaS qui vend à peu près. Et non, en face, t'as pas vraiment les mêmes gens, t'as pas les mêmes besoins, t'as pas les mêmes manières d'acheter. Encore une fois, vendre, c'est aider un acheteur à acheter. Faut comprendre comment il achète. Donc voilà. Donc c'est un peu un équilibre de attention à, commencer par le client et ensuite mettre autour des cadres, des process qui fonctionnent bien par rapport à ça. Il faut pas tomber dans le piège de la vente, c'est comme ça et c'est ça. Et faut quand même faut se laisser cette marge de manœuvre pour que ta vente ressemble à ce que tu vends et à qui t'es. Qu'est-ce que, je l'ai dit en introduction, tu as fait Criteo, tu as fait Google, tu as même été chez Xerox un petit moment. Qu'est-ce que ces choses-là, elles t'ont apprises sur la vente, qui sont un petit peu originales, auxquelles tu t'attendais pas forcément? Alors je dirais que c'est des méthodologies assez différentes quand tu passes chez Xerox, chez Philips, chez lequel je suis passé, etc. Moi, une première chose, et du coup qui ressort en fait, je pense beaucoup dans ce que je dis, c'est un conseil qu'on m'a donné hyper tôt dans la carrière chez Xerox et qui m'a pas mal marqué. C'est j'étais en compétition avec un autre commercial qui était vraiment bon. L'archétype du commercial hyper là d'une tchatche pas possible, etc. Mais vraiment bon. Et moi je regardais, j'étais deuxième dans le challenge de vente à ce moment-là sur 15 et je regardais, et je me disais il faut que je fasse ça comme ça, il faut que je fasse ça comme ça, etc. Et mon manager à l'époque, il m'avait dit Quentin, genre arrête d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre quoi.
vraiment arrête en fait. T'as tes caractéristiques à toi, il y a ce que tu sais bien faire. Pour ma part, normalement, c'est plutôt la partie bien écouter, etc. C'est plutôt ça, me poser les bonnes questions, la curiosité, c'est plutôt ça mon point fort. Et c'est pas de ressembler à la personne d'à côté. Capitalise sur ce que toi tu sais faire et va vers une typologie de vente qui ressemble à ce que toi tu sais faire. Tu vois, tu as des gens qui sont hyper forts en closing de mal, c'est très bien, va sur quelque chose où tu peux closer, où c'est ça l'enjeu. Tu as des gens qui sont très forts pour tisser des relations, avoir une compréhension, va plutôt t'orienter vers de la vente grand compte, complexe, etc. Va chercher un peu le type de vente qui te ressemble. Ça c'est vraiment un des trucs qui m'a marqué dans la carrière, et c'est pas de ressembler encore une fois juste à la personne d'à côté. Ça, je dirais que c'est ce que j'ai retenu. C'est comme McDo, quoi. Vendez comme vous êtes. Ouais, exactement. Ouais, exactement. J'avais pas prévu de citer McDo mais ouais, non, effectivement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est un premier point. Chez Google, alors ce que tu apprends, c'est... alors, tu n'apprends pas grand-chose sur la partie prospection pure parce que tu as la particularité de bonjour, je suis Google. Et là, en face, les portes s'ouvrent. Ah bon, vous voulez me parler? Pourquoi vous voulez me parler? Donc voilà. Non, c'est... quand tu es chez Google, tu as accès à une manne d'informations, de data derrière qui est absolument gigantesque. Et donc, c'est très facile d'apporter beaucoup de valeur à ton interlocuteur. Et donc, en fait, ce que tu apprends à faire clairement chez Google, c'est des meetings qui sont orientés sur... tu n'es pas en train de lui vendre quelque chose, tu es en train de lui apporter un maximum de valeur sur des tendances de marché, des benchmarks concurrents, enfin voilà. Et chez Google, tu as une palette d'informations absolument dingue de ce que tu peux faire. Donc, en fait, la construction de j'apporte de la valeur, et à la fin, en fait, ça se traduit par une relation qui continue de grossir. Je dirais que c'est ça, la grosse chose que j'ai appris chez Google, c'est, alors, encore une fois, qui est facilité par les outils et par la nature de la solution. Mais voilà, je me pose souvent du coup la question sur comment on reproduit ça, comment dans les interactions clients, on arrive à apporter de la valeur. C'est pas toujours facile, pas toujours aussi facile que chez Google, mais ça, c'est intéressant. Et puis, c'est comment aussi tu peux apporter de la valeur en dehors justement de ta solution, de ton produit. Le simple fait que tu sois sur une industrie, que tu parles à beaucoup d'interlocuteurs dans la même industrie, ça veut dire que tu as une vision un tout petit peu plus haute parfois de cette industrie-là, et donc du coup tu peux apporter de la valeur sur ce sujet-là. Tu peux apporter de la valeur parce que t'es une start-up, une scale-up, donc une entité qui est perçue en tout cas par le marché comme assez agile, avec des méthodologies nouvelles, etc. Tu peux apporter de la valeur, là-dessus. C'est une question à se poser en fait. C'est déjà la question, c'est quand tu arrives devant le client, c'est comment est-ce que je peux utiliser ce que je sais pour lui apprendre quelque chose que lui ne sait pas encore. Parce que cette génération de valeur, et c'est le courant, et c'est très sain, amène à la vente. Et même si c'est pas de la valeur directement qui concerne le produit que tu es en train de vendre, quoi. Si tu donnes des méthodes de vente à des commerciaux qui essayent d'acheter du Explain, alors que c'est pas forcément de la méthode de vente que vous faites, il sera très content, il va le valoriser, ça peut t'aider à gagner le deal avec eux. Exactement. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, ça boucle avec ce que tu disais au début, et tu en reparlais sur Google, comment la donnée, mais pas que, peut t'aider à apporter la valeur. La donnée et le reste, tu vois. Donc toi, c'est un peu ton style de vente, c'est ce que j'en conclus. C'est que tu aimes bien utiliser la donnée pour aider. J'aime bien utiliser c'est un peu mon bien naturel. J'aime bien utiliser la donnée pour aider. C'est ça qui me passionne. Ton conseil, ce que je lis en transparence, c'est, enfin, tu m'arrêtes, je parle plutôt contrôle, mais si c'est vendez comme vous êtes, c'est aussi choisis la boîte dans laquelle tu bosses en partant de toi et de tes forces, parce que tu seras pas aussi bon en vendant un produit qui va très vite sur la vente transactionnelle où les relations sera rapides, que sur un produit très technique qui met 1 an et demi à être vendu, où les besoins sont pas les mêmes. Donc, il faut partir de soi pour décider dans quelle boîte il vaut mieux bosser pour cartonner, quoi. Exactement. Et puis, le type de poste que tu as envie d'occuper, entre de l'account management, entre de la prospection dans le dur, etc. Mais voilà, il y a un peu ce réflexe assez français, tu vois, de se dire je vais devoir m'améliorer sur absolument tous les aspects, etc. Et un truc que j'ai vu, pour le coup, au contact de Google, avec une culture très américaine, eux, ils ont très ce côté.
je suis fort sur une chose, je vais le pousser à fond, et je vais faire entre guillemets toute ma carrière, là-dessus. Moi, j'ai vu des gens chez Google faire 2 ans sur une présentation, mais qui était incroyablement inspirante, etc. Donc, ils allaient faire auprès de tous les clients du monde, etc. C'était la même présentation, mais elle apportait une valeur de dingue, etc. Donc voilà, donc pas hésiter. C'est bien de chercher à gommer ses faiblesses, mais en fait, capitaliser sur ses forces, souvent, c'est une stratégie tout aussi payante, voire encore plus payante. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'école Google. Et puis après, l'école Criteo, moi, un des trucs que j'ai vraiment admiré chez Criteo, c'est quand j'y étais, c'est pour une boîte où, à l'époque de 3000 personnes, ils avaient gardé cet esprit justement vachement très intelligence terrain, très bricole entre guillemets, même si c'était bien structuré, c'était bien processé, mais il y avait quand même ce côté un peu comme au premier, ce côté un peu, tu sais, comme au premier jour d'une start-up, etc. C'est pas un hasard alors je sais pas si tu as déjà entendu cette expression, mais si on parle maintenant un peu de la Criteo mafia, parce qu'il y a beaucoup d'anciens de Criteo qui sont allés fonder énormément d'entreprises derrière. Donc voilà, ce côté un peu démerde, etc., qui est dur à garder quand tu es une boîte de 3000 personnes. Ça, c'est vraiment un côté que j'ai tellement apprécié que chez Criteo, du coup, moi-même, j'ai rejoint une scale-up derrière. Donc voilà un peu les choses que j'ai appris de mes expériences. Quentin, pour finir, ce que je te propose, c'est de tirer un dernier papier, sauf que ce papier, tu vas le lire et tu vas y répondre en une phrase maximum. Je vais pas le commenter, la vidéo va s'arrêter là-dessus. Donc, prépare-toi bien, choisis bien et vas-y quand tu es prêt. Alors, quelle est la personne qui t'a le plus influencé dans ton parcours et pourquoi ? Mon manager chez Xerox, parce que le conseil de reste toi-même commercialement et va faire la vente que t'aimes, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière.